mines de cuivre Yankee ou le revers de la médaille. Antofagasta, 11 mars 1952. À 2 heures cette nuit, nous avons accosté à Antofagasta. Nous aidions à amarrer le bateau lorsque la commission d'inspection est arrivée. Nous nous sommes précipités dans la cabine du capitaine, le dernier endroit où l'on irait trouver 2 passagers clandestins. Ensuite, nous sommes partis à la découverte de la ville. Au retour, pour entrer sur les docks, nous avons expliqué que nous étions arrivés par train et que nous venions récupérer un colis qui se trouvait à bord. Même si le steward est un salopard que notre seule vue insupporte, alors que tout le monde, du garçon de cabine au capitaine, nous traite avec respect, nous restons à bord pour préparer notre voyage à Chuquicamata. Quitter le Chili sans avoir vu les mines de nitrate ou de cuivre serait vraiment dommage. Baquedano, 12 mars 1952. Une fois passé en revue les différentes possibilités qui s'ouvraient à nous, nous avons pris congé de l'équipage et, sac au dos, nous avons quitté Antofagasta et repris notre périple sur la route. Nous avons marché pendant plusieurs heures en direction de Chuquicamata, situé à une soixantaine de kilomètres, et sommes finalement arrivés grâce à un camion. Le désert avait commencé alors que nous roulions depuis quelques minutes à peine. La route s'enroule entre de hautes collines totalement arides. Pendant tout le trajet, nous n'apercevons pas un brin d'herbe, juste la monotone étendue gris-rouge du désert. Le ruban d'asphalte et les poteaux télégraphiques sont les seules preuves que l'homme a mis le pied dans ce domaine solitaire et sauvage. Par endroits, des plaques de nitrate et de gypse ponctuent le grès du désert. Tous les 2 ou 3 kilomètres, certains poteaux sont peints en blanc pour avertir les voyageurs de la présence d'un point d'eau, car une canalisation partant de la frontière avec la Bolivie alimente tous les minuscules villages éparpillés dans le désert. Tandis que nous nous enfoncions davantage dans le plateau désertique chilien, nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple formule. Pas même un cactus ne pousse sur cette terre désolée. Rien. Ce mot décrit tout ce que nous voyons. Le ciel complètement bleu se brouille parfois légèrement à l'horizon, simple effet de réverbération, et s'anime parfois de petits nuages qu'on dirait placés là pour décorer le paysage. Le tout forme un panorama grandiose. Nous avons pris 2 ou 3 photos, mais il en faudrait des centaines ou des kilomètres de pellicule en Technicolor pour saisir l'importante beauté de cet endroit. Il est 22 heures. J'écris dans un hôtel à la lumière d'une lampe à carbure. Face à moi, de nouveau, les 2 faces de la médaille. Sur l'une, la beauté évoquée plus haut, ainsi que la richesse de cette région. Sur l'autre, les faits que je m'apprête à relater. En parcourant le village, à la recherche d'un toit pour la nuit, nous avons rencontré un couple de pauvres travailleurs. Soupçonné d'activité communiste, le mari a été arrêté et envoyé en prison pendant 3 mois. À présent, il se bat pour obtenir un travail dans l'une des mines de la région, ce qui est presque impossible lorsqu'on a été étiqueté communiste. Tout à l'heure, je me promenais une fois encore dans le village. Une longue succession de maisons aux murs de tôle alignés de part et d'autre d'une unique rue cernée par les collines. Pour la plupart, ces maisons sont des débits de boissons où les ouvriers des mines et du chemin de fer viennent se guérir de leurs soucis en se saoulant à mort. Je me suis placé dans un angle formé par 2 murs et j'ai observé le spectacle formé par Fusaire avec ce couple. À la lueur d'une bougie et de la lune qui se levait juste derrière les collines, Ernesto était en train de préparer le maté. L'homme et la femme semblaient frigorifiés. Il faut dire que la température avait brusquement chuté et qu'ils étaient très pauvrement vêtus. Dans un langage rugueux, mais extrêmement convaincant et précis, l'homme parlait des injustices que lui et ses compagnons de travail avaient subies, ces derniers, pour une bonne partie, ayant été assassinés ou noyés dans l'océan. Ne se sachant pas observée, la femme regardait parler son mari d'un air ravi et admiratif, qui fit résonner en moi la corde sentimentale. Je sentis une chaleur, quelque chose qui me reliait à cette femme, pauvre en argent et en culture, mais riche de sentiments, qui avait souffert d'innombrables coups du sort, persécutions et désastres, mais restait fidèle à son homme, même dans la misère la plus noire.
J'entrai dans le cercle délimité par la lumière et donnai au couple ma couverture, tout en proposant à Fusaire d'aller faire un nouveau tour jusqu'à la gare pour nous dégourdir les jambes autant que pour couper court à l'expression débordante de leur gratitude. Nous avons remonté la rue au clair de lune, jusqu'à ce petit bar crasseux où je suis actuellement en train d'écrire. Shuki Kamata, 13 mars 1952. Commissariat de police de Shuki-Kamata, 1er district. Nous sommes confortablement installés dans le commissariat de police. Comme d'habitude, le tout était de trouver la bonne personne, en l'occurrence le commissaire et son lieutenant, deux types épatants qui se sont empressés de nous faciliter les choses. Mais je reviens à la date du 12, à 23 heures. En revenant du bar, nous avons revu nos pauvres compagnons, blottis l'un contre l'autre, dans le sac de couchage que je leur avais prêté pour la nuit. Nous nous sommes glissés à deux dans le sac de Fusaire et nous avons tenté de trouver le sommeil. Une petite brise malicieuse sifflait à mes oreilles. De malicieuse, elle n'a pas tardé à devenir désagréable, et de désagréable, franchement vicieuse. Pélao, pour sa part, avait sombré comme une masse et ronflé. Étendu à côté de lui et glacé jusqu'aux os, je le maudissais et lui enviais cette fantastique capacité à s'endormir n'importe où et dans n'importe quelle condition. Chaque heure paraissait durer une éternité. J'avais l'impression qu'il s'en était écoulé plusieurs, et, quand je consultais ma montre, c'était pour constater que 25 minutes à peine venaient de passer. La nuit était particulièrement lumineuse. On se serait cru en plein jour, et seule une colline projetait son cône d'ombre sur les murs au pied desquels nous étions installés. Pour tuer le temps, j'observais comment ce cône, à mesure que la lune descendait, prenait possession du chemin, de la barrière au bord de la voie ferrée, et enfin de la portion de rail que j'apercevais. Pendant ce temps, Ernesto dormait du sommeil du juste, et j'entendais la respiration rauque de nos voisins qui, soit pour se réchauffer, soit parce qu'ils faisaient l'amour, étaient en train de s'agiter dans leur sac de couchage. Lorsque la température atteignait son plus bas, l'aube commençait à poindre. Définitivement incapable de trouver le sommeil, les membres engourdis à cause du froid et de ma posture inconfortable, je décidai de me lever et de marcher pour me réchauffer. Peu après, mes trois compagnons m'imitèrent. En milieu de matinée, nous avons pris congé du couple et réussi à trouver un camion qui nous emmènerait jusqu'à Calama, à quelques 80 km de Baquedano. C'était encore un trajet en plein désert, à une altitude supérieure à 2000 mètres. Nous avons vu plusieurs mirages, de véritables lacs qui n'étaient en réalité qu'illusions d'optique. Après avoir longé une enfilade de collines, nous avons fini par les traverser pour arriver à Calama. Face à nous se dressait l'imposant volcan de San Pedro, avec son sommet couvert de neige. À Calama, nous avons pris ce qu'ils appellent une gondola, c'est-à-dire un camion transformé en autobus, et nous sommes arrivés devant le poste de garde de la mine. Nous pensions qu'on allait nous retenir, nous faire subir un interrogatoire interminable, mais le commissaire de police était un brave type, qui nous a même offert une petite visite guidée des différents sites de la mine à bord d'une camionnette conduite par un lieutenant très affable. Grâce à ce voyage, j'apprends à me débarrasser de certaines idées préconçues. Les hommes de valeur prennent parfois les apparences auxquelles on s'attend le moins. Le soir, ils nous ont proposé de dîner avec eux au commissariat. Pour nous, c'était tout à la fois le petit déjeuner, le goûter et le dîner. Puis ils nous ont indiqué 2 lits de camp. Après nos précédentes nuits en pointillés, nous nous sommes endormis sur le champ. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas aussi bien reposés. Shuki Kamata, 14 mars 1952. Nous nous sommes levés de bonne heure pour rencontrer Monsieur McBoy, l'administrateur yankee de la mine. Sa très contrariante majesté, comme nous l'avons surnommé, nous a laissé longuement mariner. Puis, dans son espagnol version yankee, il nous expliquait que la mine n'était ni un site touristique, ni un institut de charité, avant de nous coller sur le dos un guide pour diriger notre visite. Évidemment,
La visite d'aujourd'hui n'a fait que confirmer notre impression d'hier. Cet endroit renferme une richesse incommensurable. Les innombrables machines, leur parfaite synchronisation et la façon dont chaque élément est exploité au maximum de ses capacités forcent certes l'admiration, mais elle est supplantée par l'indignation qui nous saisit lorsqu'on constate que toute cette richesse ne vise qu'à remplir les coffres du capitalisme yankee, alors que son véritable propriétaire, le peuple araucanien, vit dans la plus abjecte misère. Le premier site que nous ayons vu était une galerie de mines dite à ciel ouvert. Elle consiste en un étagement de terrasses de 50 à 60 mètres de large et de 5 km de long. Ici, on perce, on pose la dynamite, on fait exploser des morceaux de colline et on utilise des pelleteuses universelles, une sorte de bulldozer, pour charger les wagonnets tirés par un moteur électrique. De là, le minerai est transporté par un camion-benne qui vide son chargement dans un premier broyeur. Après cette première étape, des tapis mécaniques déversent le minerai dans un deuxième broyeur, puis dans un troisième. Lorsque la roche est suffisamment broyée, elle est traitée à l'acide sulfurique dans de grandes citernes. Toute cette solution sulfatée est ensuite transportée dans un bâtiment renfermant les électrolytes, qui permettent de séparer le cuivre et de régénérer l'acide. Le cuivre ainsi obtenu est fondu dans des fourneaux à la température de 2000 degrés. Le torrent de cuivre liquide est alors versé dans de grands moules recouverts de poudre d'os calciné. Vient ensuite l'étape de la solidification et du refroidissement simultané, après quoi des grues électriques transportent les moules dans un polissoir qui aplanit le cuivre et lui donne une épaisseur uniforme. Toutes ces opérations sont accomplies avec une précision qui m'a rappelé les temps modernes de Charlie Chaplin. Cette impression s'est renforcée lorsque nous avons essayé de nous familiariser avec les différents aspects de ce processus technologique. Chaque ouvrier ou technicien ne connaît que ce qui se passe dans son unité, et parfois seulement une partie de ce qui s'y passe. Certains travaillent ici depuis 10 ans ou plus et ignorent quelle opération est effectuée dans l'unité qui suit la leur sur la chaîne de production. Bien sûr, cette ignorance est encouragée par la compagnie, qui peut ainsi plus aisément exploiter sa main-d'œuvre tout en la maintenant à un très bas niveau culturel et politique. Les valeureux leaders syndicaux ont un combat titanesque à mener pour que les travailleurs discernent le pour et le contre dans les différents accords que la compagnie tente de leur faire signer. La compagnie recourt à d'autres stratagèmes plus subtils pour combattre les syndicats. L'homme qui nous sert de guide, et qui n'est rien d'autre qu'un mercenaire répugnant, nous a ainsi expliqué que, à chaque réunion syndicale importante, lui et d'autres assistants de l'administrateur invitent une grande partie des mineurs dans un bordel. De la sorte, le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour valider la réunion n'est jamais atteint. La mentalité de ce personnage se résume tout entière dans ce double discours, qui consiste à nous dire que les revendications des travailleurs sont excessives, puis que si la mine cessait de tourner ne serait-ce qu'une seule journée, la compagnie perdrait 1 million de dollars. Avec une somme pareille en jeu, ce larbané ose dire que 100 pesos, 1 dollar, représente une revendication excessive. L'envie nous démangeait de le balancer dans une des cuves d'acide. Shuki Kamata, 15 mars 1952. Aujourd'hui, nous sommes allés visiter une autre usine, mais cette fois sans guide. Elle est construite actuellement pour traiter les sulfures de cuivre restants. Le rendement est de l'ordre de 30%. En ce moment, ce sont de gigantesques fourneaux qui sont en chantier. L'une des cheminées dépasse les 90 mètres. Ce sera la plus haute de toute l'Amérique du Sud. Elle est presque achevée, et comme on pouvait s'y attendre, Flusser n'avait pas l'intention de partir sans être d'abord monté tout en haut. Nous avons emprunté l'ascenseur utilisé par les maçons. Du sommet de la cheminée, on embrasse toute l'étendue de la mine et on voit toute la richesse qu'il reste à exploiter à la Braden Company. En redescendant, nous avons croisé un des membres du syndicat. Il nous a expliqué que la compagnie pratiquait un salaire journalier très bas, mais qu'elle attirait les travailleurs en leur faisant croire que le magasin de l'entreprise vendait des articles à des prix bien inférieurs à ceux des autres magasins de la région. En réalité, les articles bon marché sont en quantité limitée et les denrées alimentaires de base sont très souvent absentes des rayons. Les clients doivent donc acheter leurs produits à des prix extrêmement élevés dans d'autres magasins qui sont de mèche avec la compagnie. Évidemment, une fois qu'il s'est installé ici,
Le travailleur n'en bouge plus, espérant que ses demandes seront entendues et ses besoins satisfaits à l'occasion d'un prochain contrat. Le temps passe, il a une femme, des enfants, si bien qu'il finit par rester contre sa volonté, sachant qu'il est exploité, jusqu'à ce que, usé par les années et les privations, son fils aîné prenne sa place, s'il n'a pas été tué lors d'une explosion accidentelle, des suites d'une silicose, ou empoisonné par les vapeurs de soufre. Nous nous sommes rendus ensuite dans les quartiers ouest de la ville, où une usine fabrique des maisons en préfabriqué. Ce type de construction pourrait résoudre les problèmes de logement, non seulement à Chuquicamata, mais aussi dans tout le Chili, si sa mise en œuvre technique était correcte, avec de bonnes finitions et une jolie peinture, etc. Mais ici, on se contente du strict nécessaire, du minimum de confort dont se contenteront les travailleurs, quand cela va jusque-là. En outre, les maisons sont toutes construites au même endroit, à l'écart de la ville, dans un secteur non raccordé aux égouts. Alors que, bien sûr, les Yankees et leurs laquais ont droit à une école spéciale pour leurs enfants, à des terrains de golf et à des maisons qui ne sont pas construites en préfabriqué. Enfin, nous avons vu la zone où sera ouverte la prochaine mine dans les 10 prochaines années, quand l'usine de traitement de sulfure sera terminée. Quand nous avons vu que ce terrain-là aussi rapporterait à la compagnie des millions et des millions de dollars, pour le moment, 90 000 tonnes de minerais sont extraites chaque jour, nous nous sommes rappelés avoir cru, en lisant un livre sur l'exploitation du cuivre au Chili, que l'auteur exagérait quand il prétendait que 40 jours de travail suffiraient à rembourser tout le capital investi. Mais la vie est un grand professeur. Ces leçons valent bien plus que 100 manuels. Dans l'après-midi, nous nous sommes mis en route vers d'autres endroits que nous voulions voir à tout prix depuis que nous nous sommes renseignés sur l'extraction du nitrate au Chili. Cette terre où Elias Laferté, le syndicaliste communiste qui a mené la lutte pour les droits des travailleurs dans les mines de nitrate chiliennes avant la Seconde Guerre mondiale, s'est battu. Nous avons pris congé de la police, et notre lieutenant, qui ne manquait jamais d'acquiescer en silence quand nous critiquions ouvertement ou non notre guide, nous a emmenés en camionnette jusqu'à la route de Tocopila. Là, il nous a chaleureusement pris dans ses bras et nous a souhaité bonne route. Sur la route d'Iquique, 16 mars 1952. Après le départ du lieutenant, nous avons attendu au bord de la route l'arrivée d'une voiture. Le paysage est toujours aussi désertique. Le haut plateau s'étend sous nos yeux, complètement plat, le soleil et les nuages lui donnant par moments l'apparence d'un énorme tapis blanc, tacheté de noir, et aux collines environnantes, celle d'un amphithéâtre. Malgré les bourrasques de vent particulièrement fortes là où nous nous trouvions, nous avons aperçu au loin un tracteur diesel, semblable à un jouet, dont la cheminée émanait de petites bouffées de fumée qui restaient immobiles au-dessus de la plaine. Tandis que nous admirions le panorama, en nous félicitant de tout ce que nous avions appris en l'espace de 48 heures, la nuit finit par tomber, et aucun véhicule ne s'était arrêté pour nous prendre en stop. Aussi, pour ne pas retourner au commissariat qui se trouvait à plusieurs kilomètres, nous sommes allés jusqu'au poste de garde, à l'entrée de la ville. Permission nous fut donnée d'y passer la nuit. Nous nous sommes donc glissés dans nos sacs de couchage, le ventre criant famine, car le caporal de garde, qui était le seul policier à ne pas avoir sympathisé avec nous, ne nous a pas proposé les restes de son repas. À l'aube, réveillé par la lumière, j'ai remarqué qu'à l'endroit où Pelao s'était allongé, sa tête touchait presque les bottes du caporal, qui dormait assis sur un banc. Cette image me laissa une impression déplaisante, mais je n'en touchai mot à Fuser de peur qu'il ne se moque de moi. Elle est pourtant restée longtemps gravée dans mon esprit. La journée s'annonce magnifique. Je pourrais contempler ce paysage sans me lasser pendant une éternité. Les collines ressemblent à d'énormes bossus tout plissés de rides. Le ciel est d'un bleu que les minuscules nuages blancs rendent plus intense encore. Il est 15 heures. Nous sommes installés sous la couverture de fusère qui nous sert de tente. Ce matin, nous avons enfin été pris par un camion qui nous a déposés sur la grande route nord-sud. Nous sommes arrivés au carrefour sur le coup de midi. Le chauffeur nous a indiqué un petit bosquet arboré à environ 15 kilomètres, le seul dans un rayon de 100 kilomètres, où nous pourrions nous reposer en attendant que le soleil soit moins intense. Bien que ce ne soit pas la meilleure heure de la journée pour faire de la marche, nous avons suivi son conseil.
La première partie du trajet s'est déroulée sans encombre. Mais petit à petit, la chaleur oppressante et le poids de nos sacs à dos ont laminé nos dernières forces, et, le bosquet n'étant toujours pas en vue, nous avons décidé d'établir notre campement ici. Adossé à un poteau télégraphique, seul signe de civilisation dans ce désert immense, nous avons installé cette tente de fortune, et nous attendons qu'un camion charitable pointe à l'horizon, ou que le soleil se fasse un peu moins implacable pour nous permettre de poursuivre notre chemin vers ce fameux bosquet. À titre d'information, j'aimerais souligner que cette région est connue pour avoir le taux de pluviométrie le plus faible du monde. Pas un millimètre d'eau n'est tombé ici depuis plusieurs années. Mais quelle désolation somptueuse. Comme j'aimerais pouvoir la décrire ou la saisir sur une toile. La chaleur est si intense et la lumière si aveuglante qu'elle suscite des reflets étincelants qui sont comme une patine, brouillant et adoucissant le contour des collines à l'horizon, surmontés de nuages immobiles d'où jamais une goutte d'eau ne s'échappe quand ils survolent le plateau. Ce sont les vallées au-delà des collines que la pluie arrose. Ces reflets combinés aux ombres jetées par les nuages produisent des phénomènes optiques. Le sable se met à onduler comme les vagues de la mer.